Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car ce que je m'apprête à vous raconter est l'un des mystères non résolus les plus troublants qui se soient jamais produits dans un hôtel parisien. C'est une histoire qui a défié toute logique, qui a rendu fous les enquêteurs, et qui reste à ce jour complètement inexpliquée. Voici l'histoire de la chambre 237. Paris, mars 2019. L'hôtel Belmont se trouve discrètement dans l'élégant 16e arrondissement, un joyau art déco qui accueille des clients depuis près d'un siècle. C'est le genre d'endroit que les touristes trouvent rarement, s'adressant principalement aux voyageurs d'affaires et à ceux qui préfèrent la discrétion au luxe. Par un mardi soir pluvieux, Léa Fontaine s'enregistre à l'hôtel. C'est une avocate de 32 ans venue de Lyon, à Paris pour un procès important. Professionnelle, méthodique, et connue parmi ses collègues pour son esprit vif et son souci du détail. Elle demande une chambre tranquille et reçoit la clé de la chambre 237 au 5e étage. Rien dans cette soirée ne semble inhabituel. Léa défait sa valise, organise ses dossiers, et s'installe pour la nuit. À 22h30, elle appelle sa jeune sœur Emma, comme elle le fait souvent quand elle voyage pour le travail. Elle parle pendant environ 15 minutes. Emma racontera plus tard à la police que Léa semblait préoccupée, peut-être un peu distraite, mais pas inquiète ou effrayée. Leur conversation était normale, banale, parlant de questions familiales et du procès à venir. Mais juste avant de raccrocher, Léa dit quelque chose d'étrange. « Emma, si je ne t'appelle pas demain matin, c'est que j'aurais trouvé ce que je cherchais. » Emma rit nerveusement. « Qu'est-ce que tu cherches ?» Mais Léa avait déjà raccroché. Emma n'y pense pas plus sur le moment. Sa sœur pouvait être cryptique parfois, surtout quand elle était stressée par une affaire. Elle suppose que Léa parlait d'un document juridique ou d'une pièce à conviction. Elle n'avait aucune idée que ce seraient les derniers mots qu'elle entendrait jamais de sa sœur. Le lendemain matin, 8h30, Léa Fontaine ne se présente pas au tribunal. Ses collègues essaient de l'appeler. Le téléphone sonne et sonne, puis passe sur la messagerie vocale. Ils réessaient. Et encore. À midi, ils sont sérieusement inquiets. Léa n'est jamais en retard. Jamais mal préparée. Quelque chose ne va pas. La police est appelée. 2 agents arrivent à l'hôtel Belmont juste après 13h. Le réceptionniste, un homme nommé Karim Benali, les accompagne au 5e étage. Il frappe à la porte de la chambre 237. Pas de réponse. Il frappe à nouveau, plus fort cette fois, s'identifiant comme personnel de l'hôtel. Toujours rien. Utilisant sa carte maître, Karim déverrouille la porte. Mais quand il essaie de la pousser, elle s'arrête après seulement quelques centimètres. La chaîne de sécurité est enclenchée de l'intérieur. Les policiers se regardent. Cela devient préoccupant. Ils appellent, s'identifiant comme police. Pas de réponse. Après plusieurs autres tentatives et en suivant le protocole, ils forcent la porte, cassant la chaîne de sécurité. Ce qu'ils trouvent à l'intérieur les glace d'effroi. La chambre est parfaite. Anormalement parfaite. Le lit est fait avec des coins d'hôpital impeccables. La valise de Léa est fermée sur le porte-bagages, ses vêtements soigneusement pliés à l'intérieur, visibles à travers le cube de rangement. Son ordinateur portable est sur le bureau, éteint. Son téléphone est sur la table de nuit, également éteint. Sa mallette est appuyée contre le mur. Tout est organisé, rangé, comme si elle n'avait même jamais séjourné là. Mais Léa Fontaine a disparu. Les agents vérifient immédiatement la salle de bain. Vide. Le placard. Vide. Sous le lit. Rien. Ils vérifient partout où une personne pourrait éventuellement se cacher dans cette petite chambre. Elle n'est tout simplement pas là. Mais voici où cette affaire devient vraiment impossible. La porte était verrouillée de l'intérieur, avec la chaîne de sécurité enclenchée. La fenêtre était fermée et verrouillée de l'intérieur. C'était le 5e étage, pas de balcon, pas d'escalier de secours, rien qu'une chute directe vers la rue en contrebas. Le joint de la fenêtre ne montrait aucun signe de manipulation, pas de rayures, aucune perturbation d'aucune sorte. Il n'y avait aucun signe de lutte. Pas de sang. Pas de vêtements déchirés. Pas de meubles renversés. Rien de cassé. Rien qui soit déplacé. Léa Fontaine avait disparu d'une chambre verrouillée. L'affaire est assignée à l'inspecteur Thomas Moreau, un détective vétéran de la police judiciaire avec 20 ans d'expérience. Moreau a tout vu dans sa carrière. Des meurtres, des enlèvements, des fraudes élaborées. Mais il n'a jamais rien vu de tel. Il commence par les questions évidentes. Quelqu'un aurait-il pu quitter la chambre avant l'arrivée de la police? Absolument pas.
La chaîne de sécurité était enclenchée de l'intérieur, ce qui est impossible à faire de l'extérieur de la chambre. Aurait-elle pu grimper par la fenêtre d'une manière ou d'une autre? La chute aurait été fatale, et il n'y avait pas de corps en bas. La fenêtre était de toute façon verrouillée de l'intérieur. Moreau interroge tout le monde à l'hôtel. Le réceptionniste de nuit, Karim, était à son poste toute la nuit. Il est certain que personne n'est entré ou sorti du bâtiment entre 22h et 8h. Les caméras de sécurité de l'hôtel confirment ces dires. Les images du hall ne montrent absolument personne entrant ou sortant pendant ces heures. Le personnel d'entretien est interrogé. Les autres clients du 5e étage. Personne n'a entendu quoi que ce soit d'inhabituel. Pas de cris, pas de bruit de lutte, rien. Mais ensuite, Moreau parle avec Marguerite Duclos, la gouvernante en chef. Elle a 58 ans et travaille à l'hôtel Belmont depuis 30 ans. Quand Moreau mentionne la chambre 237, son visage devient pâle. Pas encore, murmure-t-elle. Moreau se penche en avant. Que voulez-vous dire par pas encore? Marguerite hésite, se tordant les mains. Puis elle lui dit quelque chose qui change tout. La chambre 237 avait été le théâtre de 2 disparitions précédentes. En 1987, un homme d'affaires japonais nommé Hiroshi Tanaka avait disparu de cette chambre exacte dans des circonstances identiques. Porte verrouillée de l'intérieur. Fenêtre fermée. Aucun signe de lutte. Aucun corps jamais trouvé. L'affaire n'a jamais été résolue. Puis en 2003, une étudiante allemande nommée Greta Hoffmann a disparu de la chambre 237. Même scénario impossible. Chambre verrouillée. Tout n'était organisé. Aucune trace d'elle n'a jamais été découverte. L'hôtel avait discrètement cessé de louer la chambre après cela, explique Marguerite, mais il y a quelques années, la direction avait décidé qu'assez de temps s'était écoulé. Ils l'ont rouverte. Et maintenant, 16 ans plus tard, c'est arrivé à nouveau. 3 personnes. Même chambre. Même disparition impossible. Moreau obtient les anciens dossiers des archives. Les similitudes sont au-delà de la coïncidence. Chaque détail correspond. Mais il y a une chose qui attire son attention, quelque chose qui relie les 3 victimes d'une manière qui semble trop spécifique pour être aléatoire. Tous les 3 avaient passé un appel téléphonique à un proche la nuit avant de disparaître. Et tous les 3 avaient dit quelque chose d'étrange pendant cet appel. Hiroshi Tanaka avait dit à son associé, « Demain, tout sera différent ». Greta Hoffmann avait écrit à sa mère dans un courriel, « Je vais enfin comprendre ». Et Léa Fontaine avait dit à sa sœur, « Si je ne t'appelle pas demain matin, c'est que j'aurai trouvé ce que je cherchais ». Que cherchaient-ils tous? Que pensaient-ils comprendre? Moreau obtient la permission d'examiner l'ordinateur portable de Léa. Son historique de navigation révèle quelque chose de troublant. Elle n'était pas venue à Paris seulement pour le procès. Elle recherchait quelque chose, obsessionnellement, les disparitions mystérieuses, les dimensions parallèles, la physique quantique, les phénomènes inexpliqués. Et plus fréquemment que tout, l'hôtel Belmont lui-même. Dans ses notes personnelles, Moreau trouve des pages de recherche manuscrites. Léa avait d'une manière ou d'une autre appris les disparitions précédentes. Elle avait lu sur Tanaka et Hoffmann. Elle enquêtait sur la chambre depuis des mois, et écrite encore et encore dans son carnet était une phrase. La porte n'est pas une sortie. C'est une entrée. Que voulait-elle dire? Une entrée vers quoi? Contre l'avis de ses supérieurs, contre chaque instinct logique qu'il avait, l'inspecteur Moreau prend une décision. Il va passer une nuit dans la chambre 237. Ses collègues pensent qu'il est fou. Son capitaine essaie de le lui interdire. Mais Moreau est déterminé. Si quelque chose se passe dans cette chambre, il va découvrir ce que c'est. Il installe plusieurs caméras de sécurité avec vision nocturne. Il les positionne dans chaque coin de la chambre, tout enregistrant sur un serveur de sauvegarde à l'extérieur de l'hôtel. Il informe son équipe qu'ils doivent l'appeler toutes les heures pour vérifier. S'il ne répond pas, ils doivent venir immédiatement. Moreau entre dans la chambre 237 à 21h. Il verrouille la porte, enclenche la chaîne de sécurité, et s'installe sur le lit avec son arme de service et son téléphone. Les voyants rouges d'enregistrement des caméras clignotent régulièrement dans les coins. 22h. Premier appel de vérification. Tout va bien, rapporte Moreau. Rien d'inhabituel. 23h. Deuxième appel. Toujours rien. La chambre est calme. Je suis vigilant. Minuit. Troisième appel. Tout est clair. Je commence à penser que ça pourrait être une perte. Sa voix se coupe au milieu de la phrase, mais revient ensuite. Désolé, j'ai cru voir quelque chose.
Ce n'est rien. Je vais bien. 0h30. Le 4e appel prévu. Le téléphone de Moreau sonne. Et sonne. Et sonne. Pas de réponse. À 0h45, 3 agents enfoncent la porte de la chambre 237. La chambre est vide. L'inspecteur Thomas Moreau a disparu. Mais contrairement au cas précédent, cette fois il y a des preuves. Les caméras de sécurité enregistraient tout le temps, et elles ont tout capturé. Les images sont examinées immédiatement. Au début, tout semble normal. Moreau assis sur le lit, vérifiant sa montre, regardant autour de la chambre. Mais à 23h58, quelque chose change. La tête de Moreau se tourne lentement vers le miroir antique accroché au-dessus du bureau. Son expression devient vide, presque en transe. Il se lève, se déplaçant de manière raide, comme un somnambule. Ses yeux ne quittent jamais le miroir. Il marche vers lui lentement, sa main tendue. Les images sont granuleuses, mais on peut voir le moment où sa paume entre en contact avec la surface de verre. Et puis, l'impossible se produit. Le miroir semble onduler, comme de l'eau. La main de Moreau ne s'arrête pas à la surface. Elle traverse. Son bras suit. Puis son épaule. Tout son corps commence à s'enfoncer dans le miroir, comme s'il était fait de liquide. En quelques secondes, il a disparu. Complètement absorbé dans le verre. Mais voici la partie la plus glaçante. Pendant exactement 3 secondes après la disparition de Moreau, son reflet reste dans le miroir, debout dans la chambre vide, regardant les caméras. Puis, comme de la fumée, il s'efface lentement. La chambre est vide. Le miroir ne montre plus qu'un reflet normal. Aujourd'hui, la chambre 237 de l'hôtel Belmont n'existe plus officiellement. La porte a été condamnée, scellée. Il y a un panneau qui prétend qu'elle est en rénovation permanente, mais tous ceux qui travaillent à l'hôtel connaissent la vérité. Tard dans la nuit, les membres du personnel rapportent encore entendre des choses derrière cette porte condamnée. Des pas. Des voix étouffées. Des bruits comme si quelqu'un essayait de sortir. Mais quand ils pressent leurs oreilles contre le bois, les sons s'arrêtant immédiatement. Léa Fontaine, l'inspecteur Thomas Moreau, et Rosie Tanaka et Greta Hoffman n'ont jamais été retrouvés. L'enquête policière a été officiellement classée sans conclusion. Les dossiers indiquent simplement disparition inexpliquée. Mais que s'est-il vraiment passé dans la chambre 237? Où sont allées ces 4 personnes? Certains théoriciens croient qu'il existe des endroits dans notre monde, des points faibles où les barrières entre les dimensions sont minces. Des portes qui apparaissent comme des objets ordinaires, des miroirs, des fenêtres, des portes. Des endroits où, si vous savez comment regarder, vous pouvez passer vers ailleurs. D'autres pensent que c'est quelque chose de plus sombre. Une force prédatrice qui attire les gens, les piégeant pour toujours dans un espace entre les mondes. La vérité, c'est que nous ne savons pas. Et c'est peut-être la chose la plus terrifiante de toutes. Ce que nous savons, c'est ceci. Si vous vous retrouvez un jour dans un hôtel, et qu'on vous propose la chambre 237, refusez. Partez. Parce que certaines portes, une fois que vous les franchissez, ne vous laissent pas revenir. Et quelque part, dans une dimension que nous ne pouvons ni voir ni comprendre, 4 personnes essaieront peut-être encore de trouver le chemin du retour. Alors, qu'en pensez-vous? Croyez-vous aux dimensions parallèles? Avez-vous déjà vécu quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et quoi qu'il arrive, si vous êtes un jour à Paris et que vous voyez l'hôtel Belmont, continuez votre chemin. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de mystères non résolus. Et rappelez-vous, parfois les histoires les plus effrayantes sont celles qui n'ont pas de fin.